Moi, j'avais essayé, tu le sais très bien, parce que tu étais le tout premier concerné. Je reviens, on ne le mettra pas forcément dans l'enregistrement, mais d'ouvrir une discussion avec Georges Apergis sur ces questions autour de Avis de tempête. Oui, oui. Parce que lorsque j'avais... Je ne sais pas si tu te souviens, quand j'avais fait ce papier, là, je le dis aussi pour Anne et Paul-Émile, Georges Apergis, qui est un grand compositeur grec, qui vit en France, qui n'est d'ailleurs pas un compositeur à proprement parler, en fait, hein, qui est un artiste, disons, un grand artiste qui compose, il sait composer, mais moi je ne l'appellerais pas exactement un compositeur, Oui. a fait, au moment où je suis arrivé à l'IRCAM, il portait un projet. Je crois que, je ne sais pas, c'est toi qui l'avais un petit peu initié ce projet? Pas exactement, c'est plutôt, il m'avait associé à un moment. Voilà. Qui était un projet de faire une... appelons ça, c'est pas un opéra exactement, mais un spectacle, disons. Un spectacle qui s'appelait... Enfin, qui n'avait pas encore de titre à cette époque-là, mais qui a été produit sous le titre Avis de tempête, et qui passait en particulier par Moby Dick de Melville. Et alors, Georges Apergis, c'est quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il veut faire. C'est vraiment quelqu'un qui poursuit un travail depuis très longtemps, dans un rapport d'ailleurs très intéressant. Enfin, moi, je ne sais pas si tu as raconté ça, mais moi, la première fois que je l'ai vu, il m'a expliqué que tout son rapport à la musique était né totalement par accident, parce qu'il était venu en France pour étudier la peinture aux Beaux-Arts de Paris. C'était l'époque où Paris avait encore un peu de prestige sur le plan artistique, il y a longtemps. Et il ne parlait pas un mot de français. Et il t'a raconté ça? Non, Il est allé au spectacle, voir une pièce de théâtre. Il ne comprenait pas la langue. Et il était venu pour faire de la peinture. Et en fait, il s'est mis à travailler sur la musique de la langue. Donc il a commencé à transformer cette langue française qu'il ne comprenait pas en un objet, enfin un objet d'investigation. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Voilà. Il m'a raconté que c'était venu comme ça, le fait que finalement il était devenu plutôt fondamentalement un musicien. En tout cas, Georges a produit, enfin fait cette pièce de musique avec Peter, qui en a écrit un livret à partir de Moby Dick. C'est ça. Et finalement, tout ça a été passé à la moulinette apergisienne. Ouais. Et une moulinette d'ailleurs qui a produit quelque chose que j'ai trouvé, moi, de vraiment très impressionnant et très fascinant. Mais je suis quelqu'un qui ne connaît rien à la musique, qui ne connaît rien aux artistes, qui ne connaît rien à rien en général d'ailleurs. Et donc je dis des choses comme ça, comme un grand naïf que je suis. Et quand la pièce a été produite, c'était à l'Opéra de Lille, après la production de la pièce, où je savais par ailleurs que ça n'avait pas été évident entre le livret, ce qui s'avait fait, etc. Bon, ça avait été un peu dur, quoi. Tout ça. Mais moi, j'avais lu, parce que Peter, entre-temps, avait publié ce travail, et donc j'avais lu ce livre qui s'appelle Le Léviathan. Les prophéties du texte Léviathan. Les prophéties du texte Léviathan, qui est un très très beau texte de Peter Zendy, qui surgit à partir de Moby Dick. J'avais lu ce texte-là, et j'avais vu la première de l'opéra en ayant vu ce texte-là, en ayant lu ce texte-là. Et par ailleurs, en connaissant une histoire de la production, bien entendu, parce que j'étais quand même un petit peu associé à cette histoire. Et je suis venu voir Georges à la fin, et je lui ai dit, après le spectacle, c'est magnifique, vraiment. C'était très sincère, je pensais vraiment ça. Je lui ai dit, mais à mon avis, je pense que le public ne s'y retrouvera pas, parce qu'il n'a pas lu le texte de Peter, parce qu'il a extrêmement mal pris. Mais violemment. Et je lui ai écrit une lettre, que j'ai adressée et à Georges et à Peter, pour essayer de rouvrir, parce que je voulais dialoguer avec lui, en proposant qu'on dialogue. Le dialogue n'a d'ailleurs jamais eu lieu, il a refusé. Et l'enjeu, c'était, il y a toujours du monument, en fait. Il ne voulait pas en entendre parler. C'est-à-dire que, pour moi, dans sa position, il y avait une espèce d'absolutisme, de la possibilité d'éliminer
tout conditionnement, disons, toute préécoute. Et je lui avais parlé, ça l'avait vachement choqué, c'est là qu'il était carrément entré en colère de ce que Nicolas Donin m'avait appris, à savoir que l'opéra, c'est ce que disait ce matin d'ailleurs à Denis Podalides, l'Opéra de Paris envoyait les réductions pour piano et tout ça, préparait son public en fait. Et d'ailleurs je le dis aussi parce que le public, quand on m'a demandé de faire ce festival à Tournai, j'ai dit, si vous voulez que je fasse quelque chose, ça sera un festival pour public préparé, comme on dit, piano préparé. Et donc ce que nous sommes en train de faire là, c'est une préparation du public. Voilà. Et donc c'est un sacré sujet. Oui, ça c'est très intéressant. Mais tu sais, au fond, bon, je ne vais pas revenir sur la façon dont tu as travaillé avec Georges, mais comment dire, moi il m'a tout simplement demandé d'écrire un livret pour son spectacle, chose que j'ai mis du temps à m'apercevoir que j'étais incapable de faire. J'ai fait des essais pour la première et j'espère la dernière fois de ma vie, d'écrire du texte pour que ce soit chanté. Et puis moi, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je suis incapable de faire ça. Lui, il était toujours très gentil. Il m'a dit, oui, c'est très très bien ce que tu m'envoies, mais je sentais que c'était pas ça du tout. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, voilà, ça marche pas. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est ce que, en tout cas, essayer de faire au moins, c'est ce que j'écris d'habitude, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'essai. Bon, donc je lui ai écrit un essai sur les tempêtes à partir de Moby Dick, qui ensuite est devenu le livre que tu citais, et lui, il a fait son montage, donc finalement de ce livre, il reste très très peu de choses dans le spectacle, et ça va très très bien. Après, il y a aussi des effets indirects, disons, du livre, par exemple dans la mise en scène, enfin dans le décor, entre guillemets, il y a cette tour centrale qui est inspirée un peu de choses que je raconte dans le livre à partir d'une petite nouvelle magnifique de Melville qui est L'homme paratonnerre, etc. Donc disons la circulation entre le texte qui est vraiment un livret avec beaucoup de guillemets et la pièce finale est très indirecte par des voix détournées et je suppose que c'est une bonne chose. Voilà. Mais après, finalement, quand même, c'est vrai que même quelqu'un comme Georges qui ne cesse de travailler à déconstruire les limites, les frontières du spectacle, où est-ce qu'un spectacle commence, où est-ce qu'il s'achève, etc. Finalement, je crois qu'il s'inscrit quand même dans une économie du spectacle qui est une économie de l'œuvre. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, à un certain moment, ça doit aboutir à une œuvre, même si c'est le résultat d'improvisation. Georges travaille avec énormément d'improvisation qu'ensuite il note ou qu'il fait mémoriser, qui sont intégrées au spectacle. Machination, par exemple, c'est un magnifique spectacle qui, au fond, est un montage d'improvisation, je crois. Mais au bout du compte, il y a cet effet œuvre, disons, qui est créé par le contexte de présentation dans lequel il s'inscrit pleinement. Et dès qu'on touche à ces bordures de l'œuvre, je dirais particulièrement dans le spectacle musical, pour ne pas dire le concert simplement, là on touche à des choses qui sont, comment dire, extrêmement sensibles. On touche vraiment à un épiderme sensible, donc avec des réactions très très forte, alors que, voilà, moi je dirais tout à fait dans ton sens, c'est-à-dire qu'au fond, ce moment de spectacularisation de l'œuvre est finalement un artefact, une abstraction découpée dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, dont les bordures sont beaucoup plus mouvantes, et c'est au fond ça qui est tellement intéressant, c'est-à-dire voilà, j'aime beaucoup ton expression de public préparé, mais c'est au fond, c'est très frappant. Alors je reviens un peu à l'histoire du cinéma, puisqu'on est parti du film de Léger. C'est très frappant, par exemple, que la figure du bonimenteur, qui au fond, qui déplace et qui trouble les frontières du film-œuvre, parce que si ça devient du coup un spectacle qui est plus de l'ordre du cirque, etc. Cette figure du bonimenteur, c'est pas simplement qu'elle disparaît, parce qu'elle survit même à l'intérieur des films une fois qu'ils sont passés dans le régime de l'œuvre. Je pense à certains films de Orson Welles, le procès par exemple. Au début, alors on a la voix off de Welles qui montre pratiquement un spectacle de lanterne magique, et sa voix, c'est celle du bonimenteur. Et à la fin aussi, où je pense au générique alors c'est Le Mépris de Godard, où c'est la voix de Godard qui dit le générique. Et donc là aussi, on a une sorte de survivance de cette figure du bonimenteur, mais qui commence à être absorbée dans l'œuvre.
Et finalement, l'histoire du devenir œuvre des films, c'est un peu cette intériorisation de la voix du bonimenteur qui est happée dans le périmètre de l'œuvre et qui finit par ne plus rien faire à l'œuvre parce qu'elle est, elle est intériorisée, quoi. Elle est dedans. Et c'est là on commence à parler de structure, de forme, etc. Et voilà, c'est toute l'histoire qui n'est pas exactement d'ailleurs l'histoire du passage de l'oral à l'écrit, parce que c'est plutôt le passage, je dirais, à la forme œuvre. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, on a brassé pas mal de choses. Ben oui. Hein? Ouais. Mais en fait, on en est revenu sur des sujets qui nous occupent depuis longtemps. Ben, qui sont là tout le temps. Hein. Ben oui, bien sûr. Ouais. Super, merci beaucoup, c'était extrêmement clair.